bâtiment culturel que j'ai réalisé dans ma carrière d'architecte était une bibliothèque publique, il y a de ça presque 15 ans. Cette première bibliothèque avait été conçue pour la communauté de Châteauguay, donc un projet exceptionnel déjà en 2001, puisqu'il s'agissait d'un concours d'architecture, mais d'un concours d'architecture anonyme et ouvert à tous les architectes de la province. Mon associé et moi étions non seulement très jeunes, mais nous étions aussi totalement inconnus. Donc, vous comprendrez qu'après un processus comme celui-là de sélection, il pesait sur nous le défi de faire la bibliothèque autrement. Comme c'est le cas dans votre région, donc la première bibliothèque de Châteauguay avait été construite durant le boom des années 60 à 70. Donc, au moment du concours, l'espace de l'ancienne bibliothèque débordait de livres. La population de Châteauguay avait beaucoup augmenté. Le profil démographique de la population avait aussi beaucoup changé. Donc, le rôle même de la bibliothèque était en pleine mutation. Comme le montre le diagramme à l'écran, il y a eu un second boom de construction des bibliothèques dans les années 80 et on a atteint 91% de la population desservie au tournant du 21e siècle, donc grâce, entre autres, au plan quinquennal vaugeois qui a permis des investissements importants pour la construction de nouvelles bibliothèques. Et quoique les dernières statistiques indiquent qu'on a atteint aujourd'hui un taux de service de 95% de la population, il faut maintenant des investissements supplémentaires pour rénover ce bassin de bibliothèques des années 60 et de 60 à 80 qui sont maintenant désuètes. Et grâce à la politique culturelle des concours d'architecture que nous avons ici au Québec, eh bien, les meilleurs architectes québécois sont à réimaginer la bibliothèque de demain. À travers les concours d'architecture qu'on a depuis 10 ans, on a réalisé environ 1,4 bibliothèques par année, ou l'équivalent d'environ 140 millions de dollars en 10 ans. Et ça, évidemment, c'est sans compter le budget important de construction de la Grande Bibliothèque de Québec à Montréal et aussi sans compter donc, les budgets de rénovation pour les bibliothèques de petites envergures qui ne font pas partie des concours d'architecture. Mais reste que ça demeure des investissements importants qui doivent donc être pérennes et durables. On procède actuellement à une mise aux normes afin de répondre à des besoins d'informatisation des bibliothèques. Donc, on répond essentiellement en ce moment à des besoins fonctionnels et techniques des bibliothèques. Mais au cours des 15 dernières années, il n'y a pas eu de révolution profonde ou d'innovation programmatique importante concernant le rôle social grandissant des bibliothèques. Si on fait une analyse du programme architectural des quelques projets depuis les années 80, on note donc qu'au mieux, son programme a évolué lentement et s'est transformé en une forme hybride de la bibliothèque traditionnelle, donc la bibliothèque temple du savoir, à laquelle une multiplicité d'espaces participatifs s'est ajoutée, s'est greffée. C'est la zone en rose sur le diagramme. Donc, de toute évidence, pour le moment, on note que la grande fiction programmatique qui était des années 80, donc qui était la disparition du livre au profit de la haute densité de stockage numérique, ne s'est pas concrétisée et que les technologies numériques n'ont pas fondamentalement, à date, changé l'architecture de la bibliothèque. Donc, encore aujourd'hui, on retrouve ce modèle de la bibliothèque Temple du savoir, donc qui est constitué d'un grand réfectoire de lecture entouré d'une quantité importante de rayonnage. Donc, un archétype autoritaire qui est très apprécié des architectes et qui colle encore très bien aux très grandes bibliothèques, même celles qui sont publiques.
Au courant du 20e siècle, la construction ou la rénovation de nouvelles bibliothèques ont été guidées principalement par la gestion des collections. Et on a développé donc durant cette période ce modèle de bibliothèque où les livres occupent le centre et les lecteurs sont distribués en périphérie, donc aux abords des fenêtres. Dans plusieurs cas, il s'agissait d'espaces génériques et flexibles dont la croissance exponentielle des collections venait éventuellement envahir les espaces de lecture. Donc, les bibliothécaires ont conclu depuis les années 90 et ils ont commencé à remettre en question ce paradigme centré sur le livre. En fait, on sait depuis plusieurs années, le livre en format papier partage son espace de stockage avec d'autres médias, des médias numériques qui sont plus compacts. Donc, alors qu'en ce moment, on traîne encore en architecture ces deux anciennes typologies d'espace que sont le temple du savoir et la flexibilité générique de la période moderne, je pense que dans un futur proche, on va réaliser pleinement la nouvelle flexibilité qu'offre le numérique, c'est-à-dire un accès à l'information qui n'est plus ancré dans le lieu physique et qui génère donc une espèce de flou entre les différentes catégories d'espace. Et c'est précisément donc ce changement lent de la croissance de collections à l'écart de l'espace physique et vers l'espace numérique qui a permis d'explorer de nouveaux modèles pour la planification des bibliothèques. Donc, non seulement le stockage physique diminue, mais l'espace de lecture formelle se métamorphose au profit d'espaces participatifs et adaptables. Donc, il y a une espèce d'ergonomie sociale, tranquillement, qui s'installe dans les bibliothèques. On voit depuis quelques années se développer donc, des concepts architecturaux qui s'éloignent de plus en plus de l'idée traditionnelle de la bibliothèque centrée sur le stockage de livres pour aller vers une vision globale de la bibliothèque axée sur la citoyenneté. Et à l'écran, on voit notre toute dernière itération de cette idée pour la bibliothèque de Calder à Edmonton. Donc, un concept où les activités communes partagées par l'ensemble de la communauté se retrouvent au centre et dont les espaces plus spécifiques qui s'adressent aux sous-groupes de lecteurs se déploient dans le paysage. Donc, ici, une représentation de ce concept de dissolution des catégories programmatiques et de cet effet de transparence avec le paysage. L'autre phénomène de société important lié à la révolution numérique, c'est l'accroissement de la solitude et l'isolement des individus dans la communauté. Il est intéressant de souligner donc que cette même révolution technologique est aussi la source du renouvellement du programme des bibliothèques, donc en réponse à ce phénomène social. Alors qu'il n'y a pas de doute que dans les années 60, le rôle premier de la bibliothèque était la dissémination de la culture et la construction du capital intellectuel de la population québécoise, la protection même de la langue française, donc un rôle fort important que la bibliothèque poursuit encore aujourd'hui. On s'aperçoit que son rôle social prend de plus en plus d'importance depuis les années 90 et que ce rôle a peut-être même maintenant surpassé la première mission de la bibliothèque dans certains contextes comme celui des grandes villes. La redéfinition donc, de la bibliothèque de quartier en tant qu'institution ayant le potentiel de créer le capital social d'une communauté est l'une des réponses possibles au phénomène de fractionnement et de marginalisation des communautés rattachées à la croissance du multiculturalisme et à la numérisation. Donc, de façon plus fondamentale d'un point de vue architectural, peut-être la mission même de la bibliothèque se métamorphose.
la société multiculturelle québécoise contemporaine ne se rencontre plus sur le parvis de l'Église, mais bel et bien dans la salle multifonctionnelle de sa bibliothèque. Je pense que le rôle social de la bibliothèque publique a pris beaucoup d'importance pour la société, aussi parce que la bibliothèque demeure une des seules institutions civiques et culturelles libres d'accès, donc gratuit, et sans programme commercial ou thématique imposé, comme le sont par exemple les musées. Donc, la bibliothèque de quartier est l'espace neutre par excellence et représente de ce fait une promesse plausible de création du capital social. La bibliothèque publique accueille et encourage les relations libres entre citoyens, et c'est ce principe de neutralité de l'espace public qui permet la rencontre fortuite de voisins et d'amis, mais aussi la création d'un lieu d'habitués qui encourage la conversation spontanée entre les inconnus. Reconstituer une sociabilité à travers l'architecture de la bibliothèque n'est pas affaire de décor, mais bel et bien de perception et de sensation physique. Il s'agit d'autre chose qu'un simple cosmétique architectural ou qu'un enrichissement matériel des technologies numériques. Donc, nous devons, à prime abord, concevoir l'espace de la bibliothèque publique en tant que cadre de socialisation. Et dans le cadre de notre travail de recherche et de création sur les bibliothèques publiques, nous avons tenté de mettre en forme les dimensions structurales du capital social en concevant des espaces participatifs qui ont la capacité de faciliter et idéalement de promouvoir les interactions humaines au sein d'une communauté. La réalisation de la bibliothèque Raymond Lévesque de Saint-Hubert nous a permis donc d'approfondir la question de la création du capital social grâce à des stratégies programmatiques et spatiales qui cultivent essentiellement le regard sur l'autre. Nous croyons effectivement que c'est principalement à travers le lien visuel ancré dans le quotidien, donc une sorte de mise en situation qui provoque une alerte émotive et une invitation à l'échange, que la sociabilité d'une collectivité se développe. L'idée était ici de créer un microcosme qui contribue au bien-être individuel par sa grande luminosité, participe au développement d'un sentiment d'appartenance par sa matérialité et favorise l'attractivité du lieu grâce à sa grande transparence spatiale. Donc, le préau de la bibliothèque Raymond Lévesque forme le cœur géographique, social et perceptuel du bâtiment. C'est un espace central commun qui enrichit la communauté en favorisant les activités intergénérationnelles et les rencontres fortuites. C'est une espèce de living room public. À titre d'oasis contemplative, le préau a aussi la double fonction de joindre visuellement et de séparer physiquement les espaces adjacents du living room public et de la cathédrale du savoir. Comme ça a été dit dans l'intro et relevé par le jury des médailles du gouverneur général, la lumière naturelle est fort importante dans une bibliothèque. Cependant, elle ne fait pas qu'illuminer l'espace, elle structure l'expérience émotionnelle de la bibliothèque. Enfin, tout le monde le sait parce que l'hiver a été très long, nous avons la chance de vivre dans un pays nordique, il faut donc en profiter. Et dans le cas de la bibliothèque Raymond Lévesque, donc l'hiver, le tapis de neige qui recouvre la surface du préau accentue la luminosité à l'intérieur de la bibliothèque. Et donc chaque saison provoque une expérience unique et renouvelée de l'espace. En terminant, je vous dirais que nous croyons que l'architecture en tant que discipline
dispose des outils nécessaires pour réaliser des espaces qui sont non seulement sains d'un point de vue du bien-être physique de l'individu, mais aussi sains d'un point de vue affectif pour la collectivité. La bibliothèque publique doit être un lieu riche de sens et informel, où il fait bon de se retrouver et où les groupes culturels minoritaires se sentent interpellés et accueillis. Et même si elle est non quantifiable, cette donnée est probablement la plus importante dans une perspective de développement culturel durable. L'architecture donc permet de réenchanter l'expérience de la bibliothèque en procurant aux usagers un forum qui contribue au dialogue interculturel, au bien-être individuel et au bien-vivre ensemble. Sur le plan économique, les retombées se traduisent indirectement, évidemment, par l'augmentation du taux de fréquentation et de prêts, ce qui indéniablement a des répercussions sur la croissance du capital intellectuel, et ce particulièrement chez les jeunes usagers, grâce à l'attractivité renouvelée de cette institution publique dont la mission de base demeure la promotion de la lecture et complète ainsi l'œuvre de l'école en développant le goût de la lecture. Je vous remercie.